Voilà. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Hélène Huette, je suis la secrétaire de l'AIFPD, donc l'Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes. Je mettrai le lien dans le chat si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur notre association ou devenir membre également. Aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau jeudi de l'AIFBD avec Michael David Miller, qui est vice-président de Wikimedia Canada depuis octobre 2019, membre du conseil d'administration de Wikifranca depuis octobre 2021 et impliqué dans le mouvement Wikimedia depuis août 2017. Il est aussi bibliothécaire agrégé à la bibliothèque de l'Université McGill depuis mars 2014. Originaire du Michigan, Michael David s'installe au Québec en août 2011 pour entreprendre une maîtrise en bibliothéconomie, terminée en 2013, à l'Université de Montréal. Il est aussi diplômé avec 2 baccalauréats SR de la Michigan State University en études françaises et en publicité, les 2 terminés en 2011. Il s'intéresse à la façon dont les bibliothécaires peuvent participer au projet Wikimedia afin de contribuer à la démocratisation de l'accès à l'information et à l'équité des savoirs en français. Michael, c'est à toi. Merci. Donc, je vais partager mon écran avec vous et je vais vous demander, est-ce que vous voyez ma présentation diapositive qui n'est pas encore en mode présentation? Parfait. Je vais essayer de faire quelque chose un petit peu différent pour que ce soit plus facile de tergiverser entre le navigateur web et la présentation. Ça fonctionne pour vous? OK. Donnez-moi juste un petit instant. Et... OK. Je vais le faire comme ça va être un petit peu... Ça me permet d'aller entre les deux quand même assez facilement. Donc, parce que je vais quand même être dans une présentation, mais aussi on va aller directement sur la page Wikipédia. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un petit peu Wikipédia dans un contexte bibliothéconomique mais ça peut aussi être appliqué dans le milieu archivistique, muséologue. Nos 3 milieux sont quand même très, très, très similaires. Je vais commencer par une petite réflexion d'une collègue, Kelly Doyle, qui avait publié un chapitre de livre dans ce livre qui s'appelle Leveraging Wikipedia, qui a été publié chez les éditions de l'American Library Association. Et cette citation est la suivante: « Le capital culturel de Wikipédia est tel que l'existence à l'intérieur de ce dernier dénote un niveau de pouvoir et d'importance. Le phénomène de considérer quelque chose ou quelqu'un de vraiment significatif ou insignifiant par sa présence ou par son absence sur Wikipédia peut être néfaste. » Donc, c'est vraiment quand j'avais lu ce livre-là, surtout ce chapitre, je crois que c'était en 2017-2018, j'avais fait un compte-rendu critique pour une revue bibliothéconomique de ce livre-là. Cette citation a beaucoup résonné avec moi pour la simple raison que je me suis dit, si on n'existe pas dans Wikipédia ou si on n'existe pas sur Internet, est-ce qu'on existe vraiment? Bon, moi, je sais que j'existe dans ma vie de tous les jours, mais je pense notamment aux communautés qui ne font pas partie des communautés dominantes du monde. Donc, c'est-à-dire des communautés minoritaires, ça peut être des communautés culturelles minoritaires. Puis je me dis, si ces communautés ne sont pas représentées sur Wikipédia, que font les jeunes pour en apprendre davantage sur la communauté? Donc, ça m'a beaucoup poussé à contribuer sur Wikipédia dans un contexte québécois parce que je me retrouve à Montréal. En fait, c'est quand même drôle, il n'y a même pas de neige. Habituellement, on a plusieurs centimètres de neige, mais il faisait presque 10 degrés hier. Ça, c'est des changements climatiques. Et je crois qu'il fait quand même assez beau aujourd'hui aussi. Je crois que ma collègue Daphné, qui est aussi à Montréal, peut me dire qu'en fait, on a une très belle température, limite inquiétante. Donc, je vais avancer. Donc, peut-être vous vous demandez qu'est-ce que Wikipédia? Peut-être vous avez déjà vu qu'il y a aussi une autre affaire qui s'appelle Wikimedia. Donc, ici, j'aimerais démystifier c'est quoi Wikipédia versus Wikimedia. On va commencer avec le côté Wikimedia. Donc, on parle souvent du mouvement Wikimedia, qui est l'ensemble des personnes qui contribuent au projet de la Fondation Wikimedia.
Tandis que la Fondation Wikimedia est une association basée aux États-Unis qui gère l'infrastructure de projets des savoirs libres développés autour de Wikipédia et distribue des fonds en forme de subventions pour soutenir des projets. Donc, on va parler des fonds tout à l'heure parce que les fonds sont disponibles à tout le monde. Si après cette présentation, ça vous intéresse de vous lancer un petit peu dans le monde Wikimedia. Donc, il y a plusieurs projets qu'on connaît probablement autour qui font partie du mouvement Wikimedia. Le premier, c'est le Wikipédia. C'est le projet le plus connu, c'est le projet encyclopédique du mouvement Wikimedia. Ensuite, toutes les photos que nous retrouvons dans les projets dans Wikipédia, par exemple, c'est... Oh, je vois que ma directrice générale est là. Bonjour Micheline. Il y a aussi Wikimedia Commons. C'est la médiathèque de Wikipédia. En fait, à la base, c'était la médiathèque de Wikipédia où on hébergeait l'ensemble des photos qui ont été utilisées, qu'on utilise pour illustrer Wikipédia. Mais maintenant, c'est un endroit où on retrouve beaucoup de contenu qui est sous les licences Creative Commons qui peuvent être utilisés pour beaucoup de fins différentes, soit pour les fins personnelles, pour les fins commerciales, pour les fins éducatives. Donc, Wikimedia Commons est devenu quand même une médiathèque importante pour tout ce qui, pour les images en licence libre. Puis ensuite, il y a le Wiktionnaire qui est le dictionnaire libre. Parfois, on retrouve des mots dans le Wiktionnaire même avant qu'ils apparaissent dans le Petit Robert, dans le Multidictionnaire au Québec, etc. Puis les deux autres qui sont en gras, il y a Wikidata et Wikisource. Wikisource, c'est très commun dans les bibliothèques de livres rares, où on peut l'utiliser comme outil de faire de la transcription collaborative des textes, souvent dans les manuscrits, etc. Et par la suite, ça crée des fichiers en TXT, en EPUB, en MOBI, etc., qui permettent, moi je vois une utilité pour les chercheurs qui font des humanités numériques, en fait, avec Wikisource des manuscrits. Et finalement, l'autre grand projet qui se retrouve à l'intérieur des bibliothèques, c'est Wikidata, qui est la base de données de données reliées. Donc, on voit Wikidata quand même assez souvent lorsqu'on demande à nos assistants personnels comme Siri, Google, Amazon, Alexa, et on lui dit c'est quoi la capitale du Québec, puis ça dit la capitale, c'est la ville de Québec. Souvent, ces données proviennent directement de Wikidata. Alors, on avance. Où se trouve Wikipédia dans tout ça? Donc, je sais qu'on est un groupe très international. On partage le français comme langue commune. Donc, je vais mettre l'accent sur la Wikipédia francophone, mais avant d'avancer, je veux juste que vous sachiez que l'ensemble des choses que nous allons voir aujourd'hui, sauf que si je le dis autrement, ne s'applique qu'à la Wikipédia francophone. Donc, chaque version linguistique de Wikipédia est réglée ou est gérée par ses propres règles, règlements. Sa communauté décide comment va fonctionner sa Wikipédia. Donc, la Wikipédia arabophone n'a pas les mêmes critères de notoriété que la Wikipédia francophone. Et la Wikipédia en créole haïtien n'a pas les mêmes critères que les autres Wikipédia dans d'autres langues créoles. Donc, si vous avez des questions à propos des autres langues, je connais pas mal de gens dans le mouvement Wikimedia. Donc, si vous avez des questions, je pourrais vous mettre en contact avec des gens dans les Wikipédia arabes, arabophones, hispanophones, etc. Donc, on va parler de la Wikipédia francophone. L'ensemble des Wikipédia, peu importe la langue, sont basés sur les mêmes 5 principes fondateurs. Donc, d'abord, c'est l'encyclopédisme, c'est-à-dire que c'est une encyclopédie, un projet encyclopédique. Donc, il faudra que, si on veut ajouter quelque chose en Wikipédia, que ça existe déjà ailleurs dans des sources secondaires. Donc, que ce soit des chercheurs ont publié dessus, que les médias ont publié dessus, etc. C'est pas l'endroit pour les travaux inédits. Donc, le mouvement Wikimedia, surtout dans l'espace Wikipédia, les gens n'aiment pas des recherches originales. Donc, Wikipédia, c'est pas un lieu de publier des recherches originales. Le deuxième principe, c'est la neutralité. Donc, parfois, lorsqu'on travaille sur un sujet, il faudra qu'on essaie d'illustrer l'ensemble du sujet, même des points avec lesquels nous ne sommes pas forcément en accord. Bon, ça, c'est quand même pas la chose la plus facile, mais heureusement, en raison de la nature même de Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative.
quelqu'un d'autre va probablement venir ajouter les autres points de vue dans les articles euh, euh, sur lesquels vous travaillez. La troisième chose, c'est la licence libre. Donc, l'ensemble du contenu qui se retrouve sur les plateformes Wikimedia sont protégés par, pas protégés, mais ils ont une licence Creative Commons CC BY SA. Donc, si vous n'êtes pas très familier avec les licences Creative Commons, je vous enverrai un lien là. Le quatrième principe, c'est le savoir-vivre. En gros, il faut être respectueux avec des autres wikipédistes qui travaillent dans le Wikipédia. Donc, il faut éviter d'insulter des collègues. En tout cas, c'est du savoir-vivre. Puis, la cinquième règle, c'est la souplesse des règles. Donc, à part ces 5 principes fondateurs, l'ensemble des autres règles ou règlements ou critères qui sont nommés dans les langues différentes de Wikipédia, toutes ces autres règles peuvent être débattues et changées si la communauté le souhaite. Tandis que ces 5 principes fondateurs sont les seules choses qui ne changent pas dans Wikipédia. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un petit lien que vous pouvez consulter. Donc, quelques infos sur le projet de Wikipédia francophone. Ça existe depuis plus que 20 ans. C'était fondé le 12 janvier 2002. Le 12 janvier 2022, on a fêté les 20 ans de Wikipédia en français. Puis c'était quelques semaines plus tôt, en fait, ça c'est la date, excusez-moi, ça c'est la date pour Wikipédia en général et la Wikipédia francophone était quelques semaines plus tard, c'était 20 ans, mais c'était quand même en 2022. Il y a presque plus de 2,5 millions d'articles qui existent dans la Wikipédia francophone. La version anglophone a dépassé les 10 millions d'articles. Puis j'oublie le troisième. C'est parmi les sites web les plus visités au monde. Et si on regarde souvent les classements des sites web, c'est le seul site web dans presque toutes les langues confondues qui n'est pas un site web d'une compagnie à profit. C'est le seul site web d'un OBNL qui se retrouve dans les sites web les plus consultés au monde. Et selon les statistiques que j'ai vues de la Fondation, il y a à peu près 1 milliard de vues par mois sur la Wikipédia francophone seule. La Wikipédia anglophone a à peu près 10 milliards de vues par mois. Donc, c'est quand même extrêmement consulté. Si l'histoire de la Wikipédia en français vous intéresse, il y a un petit lien. Ce lien-là, ça vous amène directement à la page où j'ai obtenu ces données, c'est les statistiques de la Fondation Wikimedia. Dans cette prochaine diapositive, on verra un petit peu la distribution des consultations par pays. Donc, sur les milliards de vues, à peu près la moitié provient de la France. Et ensuite, je crois qu'il y a 28 millions qui proviennent à peu près du Canada et presque une trentaine de la Belgique. Je crois que l'Algérie, c'était environ 11 millions. Le Maroc était autour de 7 millions. Côte d'Ivoire était 4 millions de vues par mois. Donc, il y a une concentration en France avec la Wikipédia francophone, puis on verra ça un petit peu plus tard. Donc, si vous voulez reconsulter cette carte, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien. Et d'ailleurs, à la fin, j'ai un lien à vous donner, donc vous pouvez avoir l'accès à l'ensemble de cette présentation que vous pouvez télécharger si vous le voulez. Alors, comment contribuer à Wikipédia? Et je veux juste souligner que toute personne peut contribuer à Wikipédia. On n'est pas obligé d'avoir une formation spéciale. Vous n'étiez pas obligé de venir ici aujourd'hui pour pouvoir participer à Wikipédia. Tout le monde peut le faire. Et je sais que pour beaucoup de gens, ils ont peur de commencer à contribuer à Wikipédia parce qu'on a peur de casser ou briser quelque chose. Mais ce qui est beau avec Wikipédia, on ne peut rien casser. On peut toujours revenir dans les versions, on peut annuler des modifications. C'est le principe même des wikis. Donc, toute modification est enregistrée. Puis, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc, ici, j'ai commencé à réfléchir à quelles sont des choses que nous faisons, des bibliothécaires, des professionnels d'information qui servent ou qui ont une valeur ajoutée pour le mouvement Wikimedia. Donc, les bibliothécaires, on a un historique de faire de la synthèse de l'information. On crée des bibliographies, on crée des bibliographies annotées. Donc, on a déjà une synthèse d'information qui fait partie de nos savoir-faire, nos compétences professionnelles. Bon, la recherche documentaire, ça va de soi. On est quand même des experts en recherche documentaire. On connaît de plus en plus les métadonnées, les systèmes de classification. Moi, je dis ça d'un point de vue d'un bibliothécaire disciplinaire où mon rôle, c'était jamais de faire du catalogage, mais de plus en plus, les métadonnées, je ne veux pas dire reviennent, mais viennent ou arrivent dans mon travail tous les jours.
Il y en a beaucoup d'entre nous qui font déjà de la formation, on enseigne des cours, on donne des ateliers. Puis souvent, on a aussi une relation quand même très privilégiée avec nos publics. Donc, si on veut ajouter Wikipédia dans nos bibliothèques, souvent nos usagers vont venir parce qu'ils s'intéressent à ça, parce que la bibliothèque occupe une place quand même assez intéressante, soit à l'université, soit à l'école, où c'est un endroit où le monde a tendance à juste l'aimer. Bon, j'espère que c'est le cas pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire ou qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez commencer à contribuer à Wikipédia? Bon, il y a des campagnes qui existent chaque année. La campagne une bibliothécaire, une référence. Donc, ça, c'est une campagne qui a été créée par la bibliothèque Wikipédia qui demande aux bibliothécaires à travers le monde d'ajouter au moins une référence à un article de Wikipédia. On peut ajouter des catégories dans les articles existants, puis on verra ça aussi. On peut offrir des formations à Wikipédia auprès de nos usagers. Si nous ne sommes pas à l'aise de faire des formations nous-mêmes, nous pouvons demander à des organisations près de chez nous de venir nous aider, donner un coup de main. On peut rédiger nous-mêmes, ma phrase, il y a des supplémentaires, je vais corriger ça. On peut rédiger nous-mêmes des articles sur Wikipédia. On peut participer au groupe de bibliothécaires impliqués dans Wikipédia, puis j'ai un petit lien que je vais vous envoyer si ça vous intéresse par la suite. On peut même créer notre propre petite communauté de pratique autour de Wikipédia, soit dans notre établissement, soit dans notre ville. Il y a certaines bibliothèques qui décident de numériser des collections en respectant le droit d'auteur, bien évidemment, et les téléverser dans des projets comme Wikimedia Commons ou Wikisource. Un bon exemple de ça, c'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui ont téléversé quelques centaines de photos d'un photographe québécois qui sont utilisées dans des milliers d'articles Wikipédia différents. Puis on peut contribuer à Wikidata. J'ai une collègue à l'Université McGill, par exemple, que chaque fois qu'elle traite un fonds d'archives, elle s'en va voir s'il y a une notice Wikidata sur la personne qui porte ce fonds d'archives, puis elle va ajouter les archives se retrouvent à l'Université McGill. Puis c'est un article de Wikipédia qui existe, elle va aller aussi dans l'article Wikipédia ajouter une petite note que les archives de telle personne se retrouvent à l'Université McGill. Et parfois, on voit qu'il y a 4-5 archives qui ont dit qu'ils détiennent une partie des archives qui portent sur cette personne-là. Donc, il y a des gens qui ont intégré Wikipédia dans leur circuit de travail. Alors, je vais vous montrer rapidement un petit outil qui pourrait vous être utile si vous ne savez pas où commencer, si vous voulez contribuer à Wikipédia. Ça s'appelle la chasse à la citation. Et je ne l'avais pas ouvert, mais je vais l'ouvrir rapidement. C'est un outil qui a été créé justement pour la... moi, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était créé en lien avec les campagnes One Lib, One Ref, une bibliothécaire, une référence, pour aider des gens. Bon, c'est bien en français, on voit que c'est disponible dans plusieurs langues, l'hongrois, l'indonésien, etc. Il y en a beaucoup. Moi, je vais rester en français. Puis, ce qu'on peut faire, en fait, c'est que par défaut, ça va nous suggérer une référence, une phrase qui nécessite une référence. Puis parfois, lorsqu'on consulte des articles de Wikipédia, on voit qu'il y a ce petit message à côté d'une phrase qui dit référence nécessaire. En fait, cet outil est en train d'aller chercher dans l'ensemble des 2,5 millions d'articles, est-ce qu'il y a des phrases dans les articles Wikipédia qui nécessitent des références? Par la suite, on peut chercher un sujet qui nous intéresse. Si on aime ça, la nourriture, par exemple. Moi, je vais chercher nourriture. Bon, je m'attendais pas à la meilleure exemple. Je vais retourner à mon exemple de Sénégal, qui était dans ma présentation diapositive. Donc, ça a l'air qu'il y a 2 articles qui portent sur des acteurs sénégalais de cinéma qui nécessitent des articles. Puis là, ça a l'air que c'est un article qui porte sur ce monsieur Richard. Je ne sais pas si c'est vraiment sénégalais. Mais bon, mais en tout cas, on voit les phrases qui nécessitent une référence. Et si on croit qu'on peut aller chercher une référence pour ajouter, pour combler ce besoin de référence ici, on clique sur J'ai compris. Et ensuite, ça va ouvrir l'article Wikipédia et exactement la place qui nécessite la référence. En tout cas, je ne le vois pas tout à fait là. Ah, c'est la référence souhaitée. Mais dans mon exemple, j'ai une
on va ajouter quelques références sur une chef italo-québécoise, Sarangelle. Donc, pour l'exemple que nous allons regarder aujourd'hui, c'est la Sarangelle. Donc, je vais aller ouvrir son article Wikipédia et je vais vous montrer comment naviguer ça rapidement. Pardon, j'ai la barre de partage qui bloque un petit peu ma navigation. OK, je vais y retrouver. Avant d'aller sur Sarangelle, je voulais vous montrer la page d'accueil de Wikipédia qu'on consulte peut-être un petit peu moins. Mais sur la page d'accueil de Wikipédia, on trouve quand même des liens très intéressants sur comment contribuer, des principes fondateurs, si jamais vous voulez les lire plus en détail. Il y a quand même des liens intéressants de l'aide. Puis chaque jour, on voit qu'il y a un article labellisé du jour. Ça change tous les jours. Aujourd'hui, c'est le Grand Pingouin. Un article labellisé, c'est un article qui a été évalué par les pairs, donc c'est-à-dire par la communauté wikipédienne, qui a décidé de lire en profondeur cet article. Ils ont décidé, ils ont donné cette étoile d'article de qualité. Donc, il n'y en a pas beaucoup d'articles de qualité dans la Wikipédia francophone, ni dans les autres Wikipédia d'ailleurs, mais lorsque vous voyez un article qui a cette étoile d'article de qualité, ça veut dire que l'article est exhaustif sur le sujet du Grand Pingouin, dans ce cas-là. Donc, en principe, il n'y a pas d'autre chose à ajouter sur l'histoire, l'habitat, l'écologie, etc. de ces grands pingouins. Vous allez voir aussi une étoile argentée qui dit « bon article » et ça veut dire que c'est juste une étape en dessous, que c'est presque un article exhaustif. Il y avait un processus d'évaluation, mais il y a encore des choses qui pourraient être améliorées. Mais la communauté a jugé que cet article c'est à sa meilleure qualité, sauf que si des chercheurs sortent de nouvelles informations sur ce grand pingouin, il n'y a pas d'autre chose à ajouter dans cet article-là. Donc, chaque matin, ça change, donc ça pourrait vous intéresser. On voit les chiffres à propos du nom d'articles qui existent sur Wikipédia et on voit le nom de contributeurs enregistrés actifs. Donc, ça, c'est au moins une modification par mois, si je ne me trompe pas. Si ça vous intéresse de créer un compte Wikipédia vous-même, vous verrez à la place de mon nom d'utilisateur BiblioQC un lien pour créer un compte. Il y a des avantages de créer un compte. Ça vous permet de créer des articles, de discuter avec d'autres personnes et d'avoir une sorte d'historique des modifications que vous avez effectuées. Donc, je vais ouvrir l'article qui porte sur la Sarangelle. La Sarangelle, c'est une Italienne qui a émigré au Québec dans les années 50, qui a un petit peu révolutionné le rapport des Québécois avec la nourriture. Moi, j'étais pas encore là à cette époque-là, donc, mais j'imagine que certains de mes collègues ici se souviennent des émissions de télé de la Sarangelle. Donc, on voit ici qu'il y a une petite note au-dessus de cet article, puis je vous conseille de regarder un petit peu ces notes-là lorsque vous consultez des articles de Wikipédia parce que ça vous donne un petit peu plus d'informations par rapport à la qualité de l'article. Donc, la communauté a jugé que cet article ne cite pas suffisamment de sources et on voit un petit peu qu'il n'y en a pas, il y a vraiment en fait peu de sources qui sont citées. Il y a beaucoup de faits qui sont déclarés que Ginetta est née près de Treviso en Vénétie en Italie en 1938, mais pas de source. Chaque fois dans Wikipédia, lorsqu'on veut écrire un fait, il faut en principe avoir une source. C'est parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas tous les auteurs dans Wikipédia. La crédibilité, la fiabilité de Wikipédia se repose sur ces sources. Donc, ce que j'ai fait, j'avais préparé 3 petites sources ici. Une d'une revue qui s'appelle La Sélection et j'ai 2 articles de Radio-Canada qui portent soit je crois que les 2 sont de leurs archives, bon, qui portent sur la Sarangelle. Donc, ce premier article-là, ça dit qu'elle est née en Italie en 1955. Et donc, je prends son URL. Et quand je retourne dans l'article sur la Sarangelle, je vais faire ça si je veux. J'ai plus besoin de ça.
où ça dit ici qu'elle est née en Italie, je vais aller cliquer sur modifier. On voit que ça n'a pas beaucoup changé. Si on a déjà travaillé avec WordPress ou Drupal, on voit que c'est quand même très, très similaire la fonctionnalité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éditeur visuel. Je vais mettre ma souris où je veux insérer la référence. Puis vous verrez un petit peu plus haut. Oui, Micheline? Il me semble que j'avais déjà écouté une entrevue, puis elle parlait de son expérience de la guerre quand elle était enfant. Fait qu'elle est peut-être pas née en 55, elle est peut-être née en 1938. 38, pardon. Ouais. Elle est venue au Canada en 38. Merci, En Micheline. 55, elle est venue. Oui, Oui. pardon, ça c'est un petit peu plus bas, mais on va utiliser. Est-ce que c'est ça ce que ça disait là? Qu'elle est débarquée de son Italie natale en 55. Donc, on va mettre cette référence dans la bonne place. Merci, Micheline, d'avoir soulevé ça. Donc, elle dit ici qu'elle est arrivée au Québec en 55. Donc, à la fin de 55, je vais mettre ma souris, puis je vais aller chercher, il y a un petit bouton en haut qui dit « Sourcer ». Donc, lorsque je clique sur le bouton « Sourcer », je peux soit entrer la référence manuellement ou je peux prendre l'URL que j'avais copié. Je peux le mettre dans cette génératrice automatique de référence et je peux cliquer sur « Générer ». Et là, j'espère que ça fonctionne. C'est même pas que je le mette. Ça a presque fonctionné. Il va falloir que je corrige un petit peu des informations, mais je vais quand même cliquer Insérer. Et puis là, je peux modifier cette référence pour, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, mais bon, on va le corriger. Donc, on voit, lorsqu'on clique sur Modifier, que la langue de la citation, c'est en français. Je vais aller voir, c'est qui l'auteur. Ça, je vais mettre tout en bas. Ouais. L'auteur, c'est Harold Gagné. Nom de l'auteur du document, prénom de l'auteur. Ça, c'est Harold ici. Et Gagné là. Oh non, ils veulent les deux dans la même place. Donc, Harold Gagné. Le prénom, c'est Harold. Et ensuite, Gagné. On n'a pas besoin de ça. On a l'adresse URL. Le site, c'est la sélection du Reader's Digest. OK, ça me semble bien. Donc, je vais cliquer Appliquer les modifications. La référence devrait avoir là. Ben, là, ça a l'air plutôt d'une référence. Puis là, pour publier ça, et je vais vous donner le lien, vous le verrez tout de suite. Je vais cliquer Publier les modifications, puis Ajout d'une référence sur son arrivée au Québec. Parce que chaque fois qu'on fait une modification dans Wikipédia, c'est quand même conseillé d'ajouter ce que nous avons fait pour modifier l'article. Je vais vous montrer pourquoi lorsqu'on regarde l'historique des modifications. Donc, je clique Publier les modifications. Je vais vous donner le lien dans notre clavardage. Et là, vous verrez que lorsque vous ouvrez le lien, que la référence à côté de son arrivée au Québec en 55, vous allez voir le petit 2 aussi. Donc, tout à l'heure, j'avais ajouté une raison, j'avais ajouté la raison de ma modification. Donc, j'avais dit que j'avais ajouté une référence. On voit ici qu'il y a ces petits onglets sur lesquels on peut cliquer. Donc là, on se retrouve sur la page de l'article. Donc ça, c'est le contenu qu'on a tendance à regarder. Mais derrière chaque article, il y a une page de discussion. Donc c'est dans cette page de discussion où nous pouvons discuter avec d'autres personnes qui contribuent à améliorer ou qui travaillent sur cet article-là. Parfois, on va trouver quelques informations supplémentaires, que cet article fait partie du projet Québec, que c'est une ébauche étant donné qu'il faut quand même le travailler un petit peu. Mais là, on peut aussi ajouter une discussion. Donc, disons, si on veut faire une restructuration complète de l'article, peut-être on mettra un petit mot pour les autres personnes qui travaillent dessus que je vais proposer cette restructuration et ça nous donne une occasion de discuter avant de faire des changements majeurs. Pour les changements mineurs,
c'est pas nécessaire de discuter avec des gens, à mon avis, mais si on veut vraiment refaire toute une page, il vaut mieux un petit peu discuter avec les gens avant de le faire. Donc, je vais retourner dans l'article. Si on va dans le voir historique, on peut voir l'ensemble des changements qui ont eu lieu dans n'importe quel article de Wikipédia. Donc, on verra en fait le changement que je viens de faire. Ça, c'est moi, BiblioQC. Et ensuite, on voit ce que j'avais fait. Mais ça, c'est parce que je l'ai dit dans dans la petite boîte. Donc, c'est très, très utile. Je vous encourage à ajouter des petites notes, ce que vous avez fait, parce que ça facilite un petit peu les gens qui regardent ces changements. Et si jamais, tout à l'heure, je vous ai dit, on ne peut pas briser Wikipédia, c'est impossible. Si jamais je fais une erreur et je supprime l'ensemble de l'article par accident, parce que c'est jamais, on fait jamais ça, d'une manière bon, c'est toujours un accident. Il y a ce petit bouton ici, annuler, qui peut annuler la dernière modification. Lorsqu'on décide à cliquer sur annuler, ça va restaurer la version précédente. Donc, si j'annule l'ajout de ma référence, cette version-là du 24 juin va redevenir la version de l'article Wikipédia. Et vous pouvez aussi cliquer sur ces articles-là. Donc, disons, là, on a vu la version d'aujourd'hui, de 8 décembre, mais je peux retourner jusqu'en le 20 avril 2010, de voir à quoi ça ressemblait. Donc, on va voir à quoi ça ressemblait. On voit que c'est beaucoup plus petit. Il n'y avait pas de photos, il y avait à peu près la même quantité de références, qui est quand même très intéressante. Mais ça, c'est ce qui est quand même très intéressant avec toute page, que ce soit un article de Wikipédia, une page informationnelle, une page d'aide, on peut toujours voir le côté, voir l'historique. Donc, même dans la page discussion, par exemple, il y a le voir historique. Donc, on peut voir qui avait ajouté. Ça a l'air que c'était des bots. Si jamais vous voyez des noms avec des bots par la suite, c'est des petits robots qui font des modifications automatiques. Ça, c'est quand même intéressant. On peut toujours voir l'historique. Et si jamais nous voulons partager une version d'un article avec quelqu'un, c'est conseillé de prendre, il y a un permalien qui devrait apparaître. Ah, c'est ici. Donc, lorsque j'ouvre mon menu, il y a ce lien, le lien permanent. Donc, parce que ça se peut que cet article modifie, que ça change avec le temps, mais si on veut vraiment que quelqu'un lise cette version-là, on peut partager un lien permanent avec la personne. Et comme ça, s'il y a d'autres modifications qui passent par la suite, ils vont toujours revenir à cette version-là. Mais lorsqu'on est sur une version qui n'est pas la version courante, je vais revenir au 24 juin, on voit une petite note ici que ceci est une version archivée. Et donc, si on veut aller vers la version actuelle, il y a toujours un petit lien qui nous amène vers la version actuelle. Donc, je vais ajouter une autre référence rapidement avant de continuer. Ça, c'était, je crois que c'est ici, ça disait qu'elle était née en Italie. Je veux 1938. Elle est née dans un village situé près de Venise. Donc, je vais utiliser ça pour où elle était née. Ici. Donc, on va faire à la fin de 38, j'ai ajouté cette référence qui dit qu'elle était née près de Venise. Puis, je vais vous dire ça va être mon projet, peut-être pendant le temps des fêtes, d'essayer d'améliorer cet article-là. Parce que je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est une grande cuisinière donc, ça va être mon petit projet pendant le temps des fêtes. Donc, ça fonctionne mieux. Zone divertissement, Radio-Canada, je vais l'insérer. Donc là, ce qui est quand même le fun aussi, vous avez vu que c'est redevenu 2. En fait, c'est devenu 2 et ma référence numéro 2 est devenue 3. Donc, ça a fait la numérotation automatique aussi. Il y avait une époque où il fallait faire tout ça manuellement. Je crois que c'était avant 2017. Donc, d'où la raison pour laquelle j'ai commencé à participer en 2017, lorsque les choses sont devenues un petit peu plus faciles. Ajoute une référence sur son lieu de naissance. Je publie la modification, puis ça devrait être dans la version que vous avez.
Si vous rafraîchissez la page, ça devrait apparaître. Il y a d'autres choses que nous pouvons faire. Au début, je vous ai dit que nous pouvons ajouter des catégories dans les articles. Si je descends en bas de la page, oh, et d'ailleurs, ce qui est quand même intéressant lorsqu'on ajoute des notes ou des références ou des sources dans Wikipédia, ça les ajoute automatiquement dans une section dédiée aux références qui ont été ajoutées. Donc, on a les divertissements, puis on a aussi l'article sur sélection qu'on a ajouté. Donc, ici, à la fin de la page, on voit qu'il y a des catégories qui sont attribuées à l'ensemble des articles. C'est un petit peu le sort de, si vous connaissez bien Twitter, c'est un petit peu des mots-clics ou des mots dièses ou des hashtags. Donc, lorsque je clique sur naissance en août 1938, ça va me donner l'ensemble des articles dans Wikipédia qui ont cette catégorie. Donc, on peut voir des gens qui sont nés cette année-là. Mais ce n'est pas une liste exhaustive parce que les catégories sont ajoutées manuellement par des gens comme vous et moi. Mais moi, je vais ajouter une autre, c'est une catégorie intitulée cuisinière québécoise. Donc, ce que je fais pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Bon, je sais que cette catégorie existe, donc je vais l'ajouter manuellement. Donc, je vais cliquer modifier, encore une fois. Puis, je vais descendre dans la section qui porte sur les catégories. Ça m'ouvre un petit fenêtre catégorie. Puis là, je vais ajouter une catégorie. Je vais chercher pour cuisinière. Cuisinière québécoise. Là, je vais appliquer la modification. Là, il faut quand même que je publie cette modification-là. Donc, j'ai publié la modification et je vais dire ajout d'une catégorie cuisine. J'écris mal sinon chaque fois. OK, bon, ça c'est ajouté. Et puis maintenant, quand je clique sur cuisinière québécoise, on peut voir l'ensemble des femmes qui ont cuisiné. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Je ne vois que Micheline dans ma petite fenêtre. Et une autre chose que nous pouvons faire aussi, c'est ajouter du contenu. On n'est pas encore à l'aise avec ça. On voit ici qu'il y a beaucoup de portails qui se retrouvent jusqu'au-dessus des catégories. Michael, je vais t'interrompre. Je suis avec mes étudiants à l'école des sciences de l'information et un étudiant qui a une question pour toi. Ça te dérange Oui, pas? allez-y. Pas du tout. Merci. Tu peux venir parce qu'on n'entend pas bien. Viens. Bonjour. Oui, bonjour. Je me présente, je suis Jonas Indeiken, étudiant de l'École des sciences des informations. Tout d'abord, je vous remercie au nom de toute ma classe pour cette belle présentation. Je trouve ça très intéressant. Bon, pour ma question, c'est comment on peut maintenir le contrôle sur toute contribution, surtout avec le grand nombre des articles. Je trouve que ça peut être une chance pour, par exemple, des trolls ou bien des actes de vandalisme vers les différentes sources, puisque chacun peut modifier à son, oui, à sa Ça volonté. guise. Ouais. Je trouve ça vraiment difficile et pourtant, quand je consulte Wikipédia, je ne trouve pas beaucoup de trolls ou de misinformation malgré le grand nombre des articles. J'aimerais bien savoir comment on fait pour maintenir ce contrôle. Il y a beaucoup de personnes qui font la patrouille. Des gens comme vous et moi, on peut aussi, si on voit qu'il y a une modification qui a été faite qui n'a rien à voir avec l'article, ça peut changer.
comment est-ce que je peux dire ça? Souvent, je sais qu'il y a des personnes qui font vraiment de la patrouille. C'est des gens qui regardent des modifications parce qu'il y a une page, j'oublie où ça se retrouve, mais on peut voir l'ensemble des modifications qui passent dans une sorte de fil continu. Donc, ils veillent sur ces modifications-là. Il y a certains bots qui existent qui veillent sur certains mots, donc qui sont utilisés pour essayer de... Souvent, ces mots sont associés avec du vandalisme, puis ils surveillent ou soit il met une petite genre drapeau sur cette modification-là, puis quelqu'un vient le voir. Il y a des gens, par exemple, moi, vous voyez cette étoile à côté de cet article-là? Si moi, je clique ajouter cette page à ma liste de suivi, chaque fois qu'il y a une modification qui est portée sur cette page-là, moi, je vais le voir. En fait, il y a beaucoup de mécanismes. Il n'y en a pas un seul qui existe pour surveiller pour les trolls. Il y a beaucoup de gens qui surveillent les modifications et s'il y a des trolls, ils vont juste annuler. Soit d'une manière individuelle, ils vont aller ici. S'ils ont trouvé que moi, j'ai trollé un petit peu cet article-là, bon, ils l'annulent. Puis ils m'avisent que c'était pas un ajout correct. Puis parfois, il y a des gens qui modifient uniquement avec, est-ce qu'on en a ici? Avec une adresse IP. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un compte Wikipédia pour faire des modifications. Mais des gens qui modifient uniquement avec leur adresse IP, mais ces modifications sont un petit peu plus surveillées parce qu'on ne sait pas qui les avait fait, donc sont plus surveillées. Tandis que les personnes qui ont des comptes vérifiés, qui existent, qui sont des contributeurs connus, bon, pas forcément connus, mais qui ont un historique de bonnes contributions, ben, leurs choses sont moins surveillées. En tout cas, mais c'est pas facile avec 2,5 millions d'articles. Il n'y a que 18 000 personnes qui contribuent d'une manière continue tous les mois. Donc, c'est beaucoup de travail, mais comme vous, je suis quand même étonné de voir qu'il n'y a pas tant de trolls que ça qui existent dans les articles. Donc, je crois que le système mis en place, ça arrive à contrer des trolls. Merci beaucoup. Merci pour le... De rien. J'ai vu que Catherine a une question aussi. Oui, plus qu'une question, j'aurais voulu apporter peut-être mon petit témoignage personnel parce que je contribue à Wikipédia depuis pas mal d'années, dans le domaine du cinéma plutôt, parce que j'aime bien ça. Et bon, ce n'est pas des articles qui sont sur des sujets très chauds quand même, c'est sur des films qui sont sortis il y a peu en général, mais il y a parfois des gens qui se sont amusés à vandaliser mes articles et je suis épatée parce que personnellement, je n'ai pas envie de jouer les gendarmes, je ne le fais pas, que chaque fois que quelqu'un a cherché à vandaliser un de mes articles, bah, ça a été révoqué, même souvent en quelques secondes. Ça m'a vraiment épatée. Une fois, il y avait quelqu'un qui s'était amusé, j'avais donné le synopsis d'un film et puis s'était amusé à mettre le bazar en disant oui, c'est à propos de... Enfin, en rajoutant des personnages, des prénoms, des trucs comme ça, etc. Et puis, vraiment, ça a été révoqué très vite. Donc, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Et je dis chapeau aux gendarmes, puisque moi, je vous dis, je n'ai pas envie de faire ça, mais ça marche bien, je trouve, en tout cas. Je crois que souvent, des personnes qui font du vandalisme, c'est des gens qui n'ont jamais contribué, qui le font très rapidement. Ils vont ouvrir Wikipédia pour la première fois, l'adresse IP n'a jamais contribué à Wikipédia, puis ensuite ils vont faire une grosse modification, ils vont supprimer quelque chose. Et donc ça, c'est très vite flagué, si on peut dire, je sais pas, où les gens qui font le patrouille, qui surveillent, sont très vite avisés par ces modifications qui ne sont pas dans les normes. Donc, moi, je ne connais pas tout le côté interne de comment ça fonctionne la patrouille, mais c'était probable. Mais je crois qu'il y avait des gens les médias ont beaucoup parlé que c'était un des endroits les moins touchés par la désinformation ces dernières années. Donc, OK, je vais revenir pour voir est-ce que je manque d'autres choses que je voulais vous en parler. Donc, j'aimerais vous parler un petit peu de la diversité dans Wikipédia parce que je crois que ça pourrait aussi vous encourager à contribuer. Je ne vais pas vous mentir, la Wikipédia en français, c'est très franco-français, c'est-à-dire très, très parisien. Il y a la plupart du contenu porte soit sur la France et bizarrement, il y en a beaucoup de contenu qui porte sur les États-Unis aussi. Peut-être c'est un lien avec le côté
américanophile de nos amis en France. Mais donc, pour illustrer un petit peu ce que je trouve quand même très intéressant, je vais vous parler du fossé du contenu dans un contexte québécois seul. Et je vous dis qu'on est la communauté francophone, à mon avis, qui est le moins mal, qui est le plus représentée dans ce... On n'est quand même pas bien représenté dans le contexte Wikipédia, mais on est quand même mieux représenté que d'autres communautés qui sont plus grandes que nous, qui devraient probablement être plus représentées dans la Wikipédia francophone. Donc, pour faire ça, on va commencer avec quelques chiffres. Donc, il y a 45 000 articles dans la Wikipédia francophone qui portent sur l'Espagne, 80 000 qui portent sur l'Allemagne. J'ai une petite erreur là de frappe. 93 000 qui portent sur le Royaume-Uni, 222 000 qui portent sur les États-Unis, 406 000 qui portent sur la France, et finalement, on a 32 000 qui portent sur le Québec. Et le Québec, c'est à peu près 8 millions de francophones sur les presque 320 000 francophones qui existent dans le monde. Donc là, il y a une petite animation là. Ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a plus d'articles qui portent sur le Royaume-Uni et sur les États-Unis. Mais ça, c'est quand même pas aussi bizarre que ça, parce que lorsqu'on regarde la distribution des contributeurs actifs sur la Wikipédia francophone, la plupart proviennent de la France et on sait que les contributeurs écrivent sur des sujets qui les intéressent. Donc, moi, je ne m'attends pas à ce que les Français s'intéressent à écrire des articles sur le Québec, le Canada, la Belgique, la Suisse. C'était aux Belges, aux Canadiens, aux Suisses, aux Algériens d'écrire des articles sur eux-mêmes et sur des choses qui les intéressent. Puis on sait que la France s'intéresse beaucoup à la culture américaine, mais comme en fait, nous au Canada aussi, les Belges, en fait, la culture anglo-américaine, elle est très proliférique, elle se retrouve un petit peu partout. Donc, moi, je crois que ça peut expliquer un petit peu la raison pour laquelle il y a autant d'articles qui portent sur les États-Unis, parce que le monde s'intéresse aux États-Unis. Un autre fossé qu'on retrouve dans l'ensemble des langues différentes, c'est le fossé des genres. Donc, à peu près 80% des articles qui portent sur les personnes, les biographies, portent sur les hommes, avec à peine environ 20% qui portent sur les femmes. Je crois que la moyenne, c'est 20%. Dans la Wikipédia en français, on est un petit peu en dessous de la moyenne avec 18% des biographies qui portent sur les femmes. Je crois, j'ai vu même certaines langues où c'était plutôt 16% portent sur les femmes. Donc, ça dépend, mais c'est autour de 20%. Donc, il y a quand même un grand mouvement organisé au sein du mouvement Wikimedia, surtout en français. Il y a le mouvement qui s'appelle Les 100 pages, qui essaie justement de contrer le biais de genre dans l'espace Wikipédia. Puis, finalement, un des problèmes avec ces enjeux de visibilité ou ces fossés, c'est le manque de sources secondaires. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, chaque fois qu'il y a un fait qui est déclaré dans Wikipédia, il faut avoir une source. Ce qui est quand même très facile pour les choses qui portent sur les sports, des choses qui portent sur l'histoire, les jeux vidéo. En fait, ce sont des trois sujets les mieux couverts dans Wikipédia. Les sports, surtout des athlètes masculins, l'histoire, les guerres sont super bien documentées dans Wikipédia. Mais les choses qui portent sur les femmes, des communautés marginalisées, des communautés plus petites, souvent c'est plus difficile parce qu'il y a un manque de sources secondaires qui existent. Donc, lorsque je parle des sources secondaires, je parle des articles de journaux, de magazines, des revues savantes. Ça peut être des articles qui apparaissent sur les chaînes d'information continue, comme au Canada, on a RDI, ça peut être France 24, ça peut être sur le journal télévisé de France 2, etc. C'est des articles qui viennent de là. Ça, c'est des chaînes d'information continue. Il y a des livres et des chapitres de livres scientifiques qui peuvent être utilisés ou des rapports scientifiques. Donc, parce que les communautés moins nombreuses sont moins nombreuses, parce que les communautés minoritaires sont moins nombreuses que les communautés majoritaires, parfois, il n'y a juste pas de source secondaire qui existe. Et si on n'a pas de source secondaire, on ne peut pas écrire sur un sujet. Donc, moi, je fais toujours un petit appel aux journalistes dans l'espoir que peut-être ils vont voir ça,
que si on n'écrit pas sur des sujets dans les médias, on ne peut pas écrire sur ces sujets dans Wikipédia. Ce que j'aimerais vous offrir, c'est si vous voulez continuer à explorer le mouvement Wikimedia, il y a un groupe sur Telegram. Si vous ne connaissez pas Telegram, c'est un petit peu comme WhatsApp. J'avoue que peut-être Telegram, c'est très utilisé dans le mouvement Wikimedia pour communiquer entre des gens à travers des pays différents. On ne fait pas de l'espionnage dans notre Telegram. Mais on a un groupe qui s'appelle Wikibam. C'est un groupe wiki sur des bibliothécaires, des archivistes et des muséologues. Vous pouvez venir poser vos questions, vous pouvez communiquer avec des collègues à travers la francophonie. On a des gens qui connaissent très bien Wikidata, des gens qui connaissent très bien Wikipédia. Et l'avantage, c'est que c'est un groupe qui est en français. Je vais vous donner le lien aussi pour que vous ayez ça lorsque je ferme la présentation puis on ouvre la période de questions. Et peut-être vous avez des connaissances que vous voulez partager aussi ou des projets sur lesquels vous avez travaillé. Donc, c'est quand même un lieu de partager. Et pour ceux et celles qui se retrouvent, parce qu'on n'est pas tous chanceux et chanceuses d'être dans une grande bibliothèque avec beaucoup de collègues. Parfois, on est la seule personne dans notre bibliothèque. Ça va vous permettre aussi d'avoir l'accès à une communauté de gens qui aiment beaucoup ça, l'intersection de Wikipédia avec des bibliothèques, des archives et des musées. Alors, au début, je vous ai parlé qu'il y a des fonds qui sont disponibles directement à la Fondation Wikimedia pour soutenir des projets. Donc, si, par exemple, il y a les subventions rapides qui peuvent aller de 500 $ états-uniens jusqu'à 5 000 $ états-uniens, tout le monde peut faire les demandes de ces fonds-là. Disons, si vous voulez faire une activité et vous voulez nourrir des gens, parce que souvent la nourriture, ça fait venir des gens dans nos locaux, vous pouvez faire une demande d'argent pour ça. Ou si vous avez un projet de numérisation, vous pouvez faire une demande pour des projets de numérisation avec des subventions rapides. Ou si vous pensez avoir un gros projet, il y a aussi des fonds d'alliance. Donc, les bibliothèques font partie des groupes visés par ce fonds des alliances de Wikimedia parce qu'ils nous voient comme un lieu de faire de longue capacitation dans le mouvement Wikimedia. Donc, il y a des liens là et si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez poser vos questions aussi dans le Wikibam, donc, parce que on a beaucoup de collègues qui ont fait des demandes de subventions pour soutenir des projets dans la bibliothèque autour des projets Wikimedia. Je vous ai donné quelques ressources supplémentaires pour aller plus loin. Il y a un très bon guide de l'ACFAS, c'est une association savante au Canada francophone. Ils ont créé un guide de contribution à Wikipédia. Wikimedia France a développé 2 Wikimooc. Il y a un Wikimooc pour Wikipédia, puis un Wikimooc pour Wikidata. Puis, il y a 2 articles intéressants pour ceux et celles qui s'intéressent à Wikipédia dans un contexte d'histoire ou de littérature, qui sont publiés aussi chez une sorte de magazine qui fait partie de l'ACFAS qui s'appelle Raccourci. Puis, si jamais vous voulez connaître un petit peu plus, et ça, je vais ouvrir ce lien, que j'aimerais vous montrer ça. Ignorer la vérification. Pour vous montrer un petit peu les groupes reconnus par la Fondation ou des groupes qui œuvrent dans le mouvement Wikimedia francophone à travers le monde. Pour vous donner une idée, il y a un groupe au Maroc, il y a 2 groupes qui se retrouvent en Algérie. Je ne sais pas, est-ce qu'on a des Algériens ici ou des Marocains qui parlent les langues berbères? Parce qu'il y a un groupe Wikimedia qui travaille dans les langues berbères aussi, qui est basé dans les 2 pays. Il y a un groupe tunisien, il y a un groupe de Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo. Puis si on a des Haïtiens sur l'appel, le groupe le plus nouveau, c'est le groupe d'Haïti qui existe depuis 2019, je crois. Et il travaille beaucoup sur les projets dans le créole haïtien et en français. Donc, là-dessus, je vais arrêter la présentation, je vais vous envoyer les liens. Vous avez mes adresses courriel, donc vous pouvez me contacter. Puis là, si vous avez des questions, on peut discuter. Peut-être il y a des questions précises ou vous voulez que je vous montre quelque chose en Wikipédia que je ne vous ai pas montré pendant la démonstration. Ça me fera plaisir. Je vois qu'il y a une question. On remet quand même en